C'est le mot à la mode en ce moment, tout le monde en parle, l'intelligence artificielle. Elle est présente à l'école pour nos enfants, dans nos téléphones, dans nos voitures et forcément dans nos entreprises, et cela pose des questions techniques, déontologiques et éthiques. L'IA est-elle un danger pour les emplois en Vendée ou alors une opportunité pour un gain de productivité pour nos entrepreneurs? Ça va être l'enjeu de ces prochaines années, réussir à se servir de l'IA au mieux, et c'est ce dont nous allons parler dans Parlons-en ce mois-ci. Nous allons croiser des regards d'experts mais aussi de patrons vendéens en collaboration avec le magazine mensuel de l'IGI. Bonjour Marie Lodoir. Bonjour Aubéry. Vous êtes journaliste à l'IGI en Vendée. En quelques mots, qu'est-ce que c'est l'IGI pour nos auditeurs ? Eh bien, c'est un mensuel économique qui couvre toute la région Pays de la Loire, qui est basée à Nantes, mais qui a aussi une antenne avec 2 journalistes en Vendée. Vous entendrez tout à l'heure la voix aussi de mon binôme, Mathieu Marin, qui se chargera du sommaire. Et notre cible, c'est les acteurs du monde économique et des affaires, mais aussi tous les curieux et les passionnés par l'économie et les sujets qui l'entourent. Et s'il y a bien un sujet qui attire la curiosité en ce moment, qui fascine, qui fait peur, c'est bien celui de l'intelligence artificielle. Et pour qu'on parte tous avec les mêmes bases, Marie, vous allez nous aider à définir de quoi on parle quand on parle d'intelligence artificielle. L'IA, 2 lettres pour désigner une technologie révolutionnaire qui bouleverse les us et coutumes de nos sociétés depuis 3 ans à une vitesse inédite. Pourtant, l'intelligence artificielle est une vieille dame et puise en réalité ses racines dans les années 50, dans les pas de la réflexion du mathématicien Alan Turing, qui se demandait si un jour un ordinateur serait capable de penser. Dans les années 80, apparaissent les premiers modèles d'entraînement pour aider les machines à apprendre des données et à résoudre par elles-mêmes des problématiques. C'est ce qu'on appelle le machine learning. Et clairement, 40 ans plus tard, on n'est plus à se demander si la machine, elle sait penser, on est plutôt à se demander comment est-ce que faut construire les champs d'action, hein. En 2025, effectivement, l'IA est un nuage d'algorithmes et de data qui ne cesse de grandir et dans lequel on peine parfois à se retrouver. Le Parlement européen définit d'ailleurs la notion comme tout outil utilisé par une machine capable de reproduire des comportements liés aux humains. Achat en ligne, ciblage publicitaire, traduction automatique, rédaction de mails, les cas d'usage sont multiples et n'épargnent aucun secteur d'activité. Les experts comptables sont par exemple en première ligne et peuvent s'appuyer sur l'IA pour une analyse financière augmentée ou comme support aux missions d'audit. Dans l'industrie, l'intelligence artificielle est utilisée pour la gestion des flux et des commandes, pour la maintenance prédictive ou curative, ou encore pour optimiser la consommation et les coûts énergétiques. Et cette liste est loin d'être exhaustive, Aubéry. Oui, on a vu il y a quelques jours que même les psys se servaient de l'IA. C'est depuis 2022 vraiment qu'on parle de l'IA générative, plus précisément de l'IA GPT, Generative Pre-trained Transformer. Vous excusez mon anglais. En français, ça donne les modèles de langage préentraînés. Popularisée par ChatGPT, l'IA générative sert à créer de nouveaux contenus, comme du texte, des images, du son ou des vidéos, démocratisant ainsi l'accès à des compétences techniques réservées globalement jusqu'ici aux experts. ChatGPT, c'est un succès fulgurant, 100 millions d'utilisateurs en seulement 2 mois, quand Internet avait mis 7 ans à atteindre ce chiffre. Dans ce même laps de temps, selon le cabinet international de conseil en stratégie McKinsey, 60% des entreprises se sont emparées de l'IA alors qu'il avait fallu plusieurs décennies pour qu'elles adoptent l'électricité. Véritable révolution industrielle, l'IA allie progrès technologique et création de richesses, mais c'est une révolution sans précédent. Sa propagation fulgurante transforme en profondeur l'économie et redistribue totalement les cartes.
Et cette disruption pose clairement la question de l'adaptation de nos organisations, tant dans le fonctionnement qu'en termes de compétences. Il faut dire que c'est fascinant parce qu'elle manque pas de tout l'IA. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on peut tout faire en un claquement de doigts. C'est une certitude. C'est d'abord un levier de performance et de croissance significatif pour les entreprises. L'intelligence artificielle améliore en effet la productivité sur certaines tâches répétitives, fastidieuses ou à faible valeur ajoutée. Elle renforce également la fiabilité de certaines actions. Ainsi, selon le baromètre de l'emploi en IA 2025, basé sur l'analyse de près d'1 milliard d'offres d'emploi sur 6 continents, la productivité a presque quadruplé entre 2018 et 2024 dans les secteurs les plus exposés à l'IA, comme les services financiers ou les logiciels. Et d'après une étude d'Odoxa réalisée il y a à peine un an, les salariés français utilisant l'IA gagnent en moyenne 57 minutes par jour. Et alors on en fait quoi de ce gain de temps, Marie? On l'utilise pour demander aux salariés de produire encore plus, de rester compétitifs, ou alors au contraire, on réduit le temps de travail et on essaye de redéfinir certaines compétences? Dans les deux cas, Aubery, on ne voit pas comment l'économie pourrait absorber un tel changement en aussi peu de temps. Le risque, c'est la destruction de millions d'emplois à l'échelle mondiale et à court terme. Et ce scénario est loin d'être de la science-fiction. La société Accenture vient d'annoncer qu'elle allait se séparer de 12 000 salariés, je cite, dépassés par l'IA. Ce cabinet de conseil emploie 750 000 personnes dans le monde. Autre exemple, interrogé par la télévision américaine en début d'année, Bill Gates affirmait de son côté qu'au rythme des progrès de l'IA, la semaine de travail de 2 jours pourrait devenir une réalité d'ici une dizaine d'années seulement. Paradoxalement, en France, entre 2019 et 2024, le nombre d'offres d'emploi dans les métiers les plus exposés à l'IA a été multiplié par 8, soit une hausse de 273% contre 38% à l'échelle mondiale. Ce dynamisme tricolore s'appuie en partie sur le soutien de l'État. Ainsi, 2,5 milliards d'euros sont mobilisés en faveur de l'intelligence artificielle dans le cadre du plan France 2030. Les entreprises, de leur côté, prévoient d'investir 109 milliards d'euros dans ce secteur au cours des prochaines années, faisant de notre pays le premier écosystème européen pour l'IA. Vous venez de le dire, Marie, l'IA, c'est aussi un casseur d'emplois pour le marché du travail. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, en fait, c'est les jeunes qui sont les plus touchés. Tout à fait. De plus en plus de juniors peuvent aujourd'hui être remplacés par l'IA générative. C'est ce que révèle en tout cas une étude américaine menée par des chercheurs de l'université de Stanford et publiée cet été. Ce qu'il en ressort, c'est que l'emploi des travailleurs âgés de 22 à 25 ans a chuté de 13% aux États-Unis depuis 2022 dans des activités ayant recours à l'intelligence artificielle. Et à l'inverse, les plus de 35 ans, pour l'instant, ils semblent un peu préservés. Comment est-ce qu'on explique cet écart intergénérationnel ? Eh bien, avec l'IA, les compétences se déplacent. Les tâches simples mais formatrices sont désormais confiées aux outils d'intelligence artificielle. L'IA générative, conçue pour exceller dans la reproduction des connaissances théoriques, accomplit ce que les débutants fraîchement diplômés apportaient habituellement. A contrario, l'IA peine à remplacer les connaissances tacites ou les compétences acquises au fil d'une carrière. Créer des prompts efficaces exige d'avoir des références, une culture métier et un esprit critique. Mais au rythme où l'IA progresse dans l'économie, ce qui est vrai aujourd'hui pourrait être obsolète demain, et c'est pourquoi l'IA parfois fait peur.
Il y a un sujet complexe, forcément, qui nous attend dans toute cette heure. Dans Parlons-en sur RCF, en collaboration avec l'IGI. On va l'aborder avec nos invités. Mais avant, on va faire un point sur ce que nous dit la loi. Cécile Guyot, vous êtes avocate au sein du cabinet Solvoxia. Vous êtes contributrice aussi à la rubrique du Cercle des experts pour le magazine de l'IGI. C'est quoi l'enjeu juridique pour les entreprises quand elles décident d'utiliser l'IA ? En réalité, d'un point de vue juridique, l'enjeu, c'est surtout d'encadrer les usages de l'intelligence artificielle pour éviter que plusieurs risques ne se réalisent. Je vais vous donner quelques exemples en lien avec la propriété intellectuelle, mais qui ne sont pas exhaustifs. Alors déjà, il faut encadrer l'usage de l'IA pour éviter des atteintes à des droits d'auteur. En fait, intelligence artificielle ou pas intelligence artificielle, la règle, elle est assez simple et toujours la même. Si j'utilise un texte ou une image pour les publier, est-ce que j'en connais la source? Est-ce que je suis sûre que j'ai le droit de les utiliser? En fait, il n'est pas rare qu'en entreprise, par exemple dans des services de communication ou de conception de produits, des salariés ou des stagiaires fassent des prompts pour générer des contenus ou des visuels. Sauf qu'en général, on ne sait pas d'où ils sortent, comment ils ont été générés et à partir de quoi. Donc, si on réutilise tel quel, il y a de fait un risque qu'un tiers fasse une réclamation. Je vais vous donner un exemple simple. Si je génère une image pour mettre en contexte un produit que je souhaite vendre, mettons que c'est un vase, il est présenté dans une maison sur un meuble avec une peinture en arrière-plan. Si cette peinture a été piochée sur Internet, l'artiste peut se plaindre de cette utilisation. Même chose pour des produits qui sont protégés, par exemple, par le dépôt de leur design ou pour des mécanismes brevetés. Donc, il faut être très vigilant. Il y a aussi un enjeu, Cécile, sur nos propres données dans notre entreprise aussi. Il faut aussi encadrer l'usage de l'IA pour éviter des divulgations de données qui auraient dû rester secrètes. Je m'explique, en matière de brevet, par exemple, la règle, c'est qu'une invention, pour être brevetée, elle doit être nouvelle et donc ne pas se retrouver dans ce qu'on appelle généralement l'état de la technique avant la date de dépôt. Mettons que j'intègre la fiche technique d'un produit que je souhaite breveter dans une IA pour générer un visuel ou essayer de challenger les caractéristiques de mon invention pour voir si ces caractéristiques existaient déjà. Eh bien, en faisant cela, je donne ces éléments à l'intelligence artificielle qui pourrait, par hypothèse, les ressortir dans le cadre d'une recherche d'un concurrent sur une thématique proche et être reprise par lui potentiellement. Donc encore une fois, attention. Alors dans l'esprit, je comprends bien qu'il faut qu'on se protège, mais dans les faits, concrètement, c'est quoi les bonnes pratiques qu'il faut qu'on mette en place dans nos entreprises? Alors, premier exemple de bonne pratique, quand on utilise une intelligence artificielle, on vérifie les informations qui sont générées en consultant d'autres sources. Si on génère du contenu écrit ou visuel, on n'hésite pas à prendre des passages ou faire des recherches Google Lens pour voir si on retrouve la source du contenu. Deuxième exemple, si on travaille avec une intelligence artificielle générative de contenu, pour des visuels ou du texte, on met en place un système de retouche systématique en interne. Le contenu de travail sert de base de laquelle on repart. Comme ça, le résultat final est nécessairement éloigné de ce qui a été généré initialement et dont on ne sait pas nécessairement d'où il vient. Troisième et dernier exemple, lorsqu'on travaille avec une intelligence artificielle dans laquelle on injecte des documents de travail, eh bien, on les anonymise et on enlève toute donnée qui serait confidentielle, par exemple, de l'entreprise. Donc voilà, toutes ces bonnes pratiques doivent, selon moi, être couchées sur le papier dans une documentation interne qui traite de l'usage de l'intelligence artificielle dans l'entreprise. Avec ces exemples, on voit en réalité que pour certains métiers, créatifs par exemple, la chaîne de valeur se décale, mais finalement le métier ne disparaît pas nécessairement. Certains disent que ceux qui utilisent l'IA vont remplacer ceux qui ne l'utilisent pas sur les mêmes métiers. C'est sans doute pas si simple que ça, mais très certainement à méditer. Alors on a votre point de vue de juriste, Cécile Guyot. Merci beaucoup. Maintenant, j'aimerais qu'on interroge la star de cette émission, l'IA. On a demandé à ChatGPT. ChatGPT, à ton avis, est-ce que pour les entreprises, l'IA c'est une opportunité ou alors en fait, est-ce que t'es juste un casseur d'emploi? C'est une question vraiment intéressante. Je pense que l'IA va plutôt être un gain de productivité parce qu'elle peut automatiser certaines tâches répétitives et laisser aux humains plus de temps pour des tâches à plus forte valeur ajoutée. Après, il y a toujours des inquiétudes sur certains métiers qui peuvent être transformés ou disparaître, mais en général, ça crée aussi de nouvelles opportunités. Donc je dirais que c'est un équilibre entre les deux. Pourtant, il y a des jeunes qui ne sont plus employés en ce moment parce qu'on pense qu'on peut les remplacer par une IA. Oui. C'est vrai que ça peut créer des tensions sur le marché du travail, surtout pour les postes qui sont plus facilement automatisables. C'est important que les entreprises accompagnent ces transitions.
on forme les jeunes à des compétences plus créatives ou techniques qui sont plus difficiles à remplacer par l'IA. Donc, c'est vraiment une question d'adaptation et d'anticipation. Alors, on vient d'entendre le point de vue de l'IA. On va, dans quelques instants, pouvoir échanger avec des chefs d'entreprise qui sont autour de la table. Mais comment on utilise l'IA au quotidien, Marie? On a dit beaucoup de choses là dans le dernier quart d'heure. Est-ce qu'on peut faire un résumé de ce qu'on doit retenir? Tout à fait. In fine, chacun doit comprendre ce que l'intelligence artificielle peut lui apporter dans son métier et comment l'utiliser. Quelle est sa valeur ajoutée singulière, là où il est le moins remplaçable par l'IA, et comment respecter un cadre réglementaire dans son usage. Après un siècle où le travail a été extrêmement taylorisé, mécanisé et industrialisé, l'IA, en nous soulageant des tâches ingrates et chronophages, peut-elle redonner du sens au travail ? Dans une économie mondialisée, va-t-elle créer plus d'emplois qu'elle ne va en détruire? Autre point crucial, investir dans l'IA coûte cher. Quelle solution pour ces TPE et PME qui n'auront pas la capacité et la logistique de financer, mais aussi de cibler leurs besoins en intelligence artificielle? Bref, à quel prix l'IA peut-elle être un levier de performance pour les entreprises et quelle est la place des entreprises ligériennes dans ce tourbillon technologique? C'est des questions qu'on va aborder avec nos invités autour de la table. Nous avons Paul Bellavoine. Bonjour Paul. Bonjour Aubéry. Alors vous avez de multiples casquettes. Vous êtes président du groupe FBO, qui est un spécialiste dans le logiciel sur mesure. Vous êtes aussi président de STPPS depuis novembre 2023. Là, c'est dans l'externalisation de la gestion du tiers payant. On va voir que ça a changé beaucoup de choses, l'arrivée de l'IA dans vos domaines de compétences. On a aussi autour de la table Laetitia Dubois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de Copilote Group. C'est des groupes d'agences de communication. Il y en a une trentaine en France. Vous êtes plutôt le côté créatif de la table. Et on a entendu dans le décryptage de Marie que les métiers créatifs sont bouleversés par l'arrivée de l'IA. On va en parler avec vous. David Reverso, bonjour. Bonjour Aubéry. Alors vous êtes le directeur des systèmes informatiques chez Webay, ça fait partie du groupe Liebo. Vous allez nous expliquer comment vous avez essayé d'anticiper l'arrivée de l'IA pour l'intégrer dans les processus de production, augmenter la productivité, à quel prix, quel impact ça a sur vos salariés, c'est tout ce qu'on va voir. Je vous ai vu tous très studieux prendre des notes, hocher la tête dans les décryptages, sourire au moment où on a aussi interrogé ChatGPT, savoir si c'était un casseur d'emploi ou un gain de productivité et une opportunité. Laetitia, je vais commencer par vous. On l'a dit, vous êtes le métier créatif. On a l'impression qu'on arrive tous à faire des affiches, des vidéos en demandant à l'IA et en mettant un bon prompt. Donc le prompt, c'est la demande qu'on fait à l'IA. Vous, ça change quoi dans votre vie, l'arrivée de l'IA ? Alors l'arrivée de l'IA, c'est sûr que nous on l'a pris de plein fouet et on l'a pris depuis déjà un petit moment. Donc ça s'accélère et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. L'IA va très vite. Alors c'est ce qui peut effectivement faire peur un peu, c'est le grand saut. Mais effectivement on a été très très chamboulés. Après aujourd'hui nous ce qu'on a fait, c'est qu'en fait on a pris le sujet à bras le corps hyper tôt. Donc, du coup, ça nous a permis d'anticiper. Et je pourrais revenir tout à l'heure sur comment est-ce qu'on a fait pour anticiper. Ce qui fait que on n'a pas peur d'y aller et surtout, on a pris cette vague et on y va, on est dans l'action. David, chez vous aussi, dans le groupe Liebo, on a anticipé. Oui, côté groupe Liebo, le virage s'est amorcé il y a déjà 3 ans à travers l'émergence d'une cellule d'innovation qui s'est penché sur les opportunités, comment s'approprier les technologies, quels sont les enjeux pour les différents métiers, que ce soit côté industriel, mais aussi toutes les fonctions support pour lesquelles on peut avoir aujourd'hui des usages d'IA. Et on a aussi dynamisé cette approche à travers un partenariat avec une école d'ingénieurs à Angers qui s'appelle Polytech Angers et avec lesquels nous travaillons aujourd'hui depuis maintenant 3 saisons. Paul, vous êtes à la tête, on l'a dit, de plusieurs entreprises, dont une qui crée des logiciels. On l'a entendu dans le décryptage de Marie, c'est les jeunes, les créateurs de logiciels. On a l'impression que l'IA, elle peut faire du code à leur place pour résumer et stéréotyper. Comment vous avez abordé ça chez vous ? Oui, donc groupe FBO, on existe depuis 49 ans. C'est 50 passionnés d'informatique en Vendée, à La Roche-sur-Yon. Et effectivement, depuis toujours, il y a des nouveaux développeurs qui arrivent.
donc des jeunes qu'il s'agit de former. Et on voit que ceux qui sont plus seniors, en fait, ils arrivent à se débrouiller tout seuls pour beaucoup plus de choses qu'avant. Donc, ce qui était fait avant par les débutants, ce qui leur permettait de se faire la main, aujourd'hui, ils le font tout seuls. Ils gagnent, ils n'ont pas besoin d'échanger, ils n'ont pas besoin de travailler avec quelqu'un d'autre. Et si on n'est pas vigilant, et du coup, on est vigilant, eh bien, les jeunes n'apprennent plus, les nouveaux n'apprennent plus ou perdent cette opportunité d'apprendre. Et donc, les juniors ne deviennent jamais seniors. Quel impact ça a sur le recrutement, mais aussi sur le sentiment d'appartenance à l'entreprise, sur la vie des salariés au sein de l'entreprise? Alors, l'impact sur le recrutement, si on rajoute à ça le contexte économique, l'impact, il est direct. Direct, surtout sur les plus jeunes. Donc, on continue d'avoir des alternants, mais les jeunes diplômés, aujourd'hui, et chez nos clients qui emploient des développeurs également, c'est la même chose. C'est compliqué. Vous recrutez moins? On recrute moins, pour faire clair. Vous recrutez moins parce que vous avez moins les moyens ou parce que vous en avez moins les besoins? Il y a moins de besoins, ouais. moins de besoins, et puis un jeune est moins opérationnel, donc va être moins rentable, et donc va être moins efficace au travail, et donc quand il est remplacé par une IA, c'est plus intéressant pour tout le monde, à la fois pour l'équipe qui l'aura accueilli et pour l'entreprise. Laetitia Dubois, je vous vois hocher la tête dans le domaine de la communication dans lequel vous êtes. C'est quelque chose que vous partagez? Alors, en fait, ce que je partage déjà, effectivement, c'est que il faut, je pense, voir le sujet un peu d'une façon systémique, c'est-à-dire qu'on est aussi dans un contexte économique qui est compliqué. Donc, qu'est-ce qui appartient vraiment uniquement à l'IA et à la révolution qu'on est en train de vivre, et qu'est-ce qui appartient à un contexte un peu plus global? Bon, moi, je me pose vraiment fondamentalement cette question parce que nous, dans notre marché de la communication, en plus de cette révolution technologique, on est aussi sur un besoin accru d'exigence chez nos annonceurs. Ils ont besoin que ça aille vite, ils sont pointus, ils ont besoin de KPI, de ROI plus que jamais. Alors évidemment, dans la communication, c'est hyper important d'avoir... Alors les KPI, c'est les indicateurs. Vous avez vu que je vous avais pas suivi. J'ai mon KPI, les indicateurs de succès, de performance, et ROI, c'est le retour sur investissement qu'on peut attendre d'une action de communication. Évidemment, quand on fait de la communication, il faut qu'elle soit performante. Et donc là, aujourd'hui, il y a vraiment ce sujet-là. Ce sujet, pour le coup, l'IA peut aider à atteindre cette performance. Pourquoi ? Parce qu'on va quand même plus vite. Donc ça, c'est important. Chez nous, dans nos équipes, on va plus vite pour faire certaines tâches, ça c'est sûr. On a gagné en temps. On a aussi gagné, parfois, quand on mettait 3 jours pour obtenir pile le visuel qu'on souhaitait, on peut l'obtenir en quelques heures. Alors ça nécessite par contre de l'expérience. Ça nécessite de bien savoir prompter, de retoucher un visuel. Tout à l'heure, on a entendu effectivement l'avocate Cécile. Nous, ça fait partie de nos process. C'est obligatoire. On doit retoucher un visuel qui a été créé par l'IA. Donc on gagne du temps, c'est sûr. Par contre, c'est pas magique non plus parce que le visuel il peut être en basse def. Le visuel, il faut quand même avoir l'idée stratégique pour faire le visuel. Donc si on n'a pas l'idée, prompter sans savoir où on veut atterrir, ça va quand même être compliqué. Et justement, vous disiez, le prompt, c'est quelque chose, c'est pas inné, hein, ça s'apprend. Et vous l'avez appris depuis 3 ans en interne. C'est ça aussi qui fait, vous, votre valeur ajoutée aujourd'hui en tant qu'agence de communication par rapport à nous, les non-initiés ou les débutants en IA? Sûrement, effectivement, on a démarré donc assez vite et je vois c'est marrant, on est à peu près sur le même timing. On avait anticipé il y a quasiment 3 ans, donc il avait dû déjà se passer des choses et des premiers signaux à ce moment-là. Et je pense que du coup, le fait qu'on soit toujours en avance fait que finalement nos annonceurs et nos clients ont toujours besoin de nous parce que de fait que ce soit notre métier, notre expertise de cœur, on a toujours ce gain de temps. Et en fait, c'est pas la première révolution technologique qu'on connaît aussi. Donc, moi, j'ai envie là-dessus qu'on se rassure. Oui, ça fait peur, mais de toute façon, il faut qu'on y aille. Donc, action, on y va, on se rassure, on y va tous ensemble. Et tant qu'on est dans l'action, qu'on avance, qu'on continue de former nos équipes, qu'on continue d'avoir cette primeur au premier un peu en fait, parce que c'est ce que font nos équipes. Elles sont toujours en avance, elles sont toujours au moins dans le juste à temps de tout ce qui sort tout le temps, parce que ça va quand même vite. Du coup, on peut toujours en permanence être pertinent auprès de nos clients et continuer de les conseiller. Et c'est pas usant pour les salariés de se dire qu'il faut être toujours juste à temps ou toujours être en avance ?
Si, il y en a qui vont dire effectivement qu'on est un peu dans cette course un peu en permanence de rester à la pointe. Alors après, c'est comme dans toute entreprise aussi, il y a ceux qui vont être hyper mordus du sujet et qui vont toujours le porter et du coup qui vont être moteurs, tant mieux, c'est bien. Après, il y a ceux qui le seront moins. C'est comme ça, c'est pas grave. Il y a encore heureusement plein de tâches qu'on peut confier à des gens qui le sont aussi moins. Donc en fait, c'est à nous de restaffer quand on a besoin sur les projets, de prendre soit l'équipe qui est très pointue en IA, si des fois il y a moins besoin d'aller chercher des gens qui peuvent travailler un peu plus comme on le faisait avant, c'est encore possible. Et on sait qu'il y a un vrai sujet qui est d'embarquer tout le monde dans le train de l'IA, parce qu'il faut quand même le faire, il y a quand même une base et des fondamentaux à avoir. Donc ça a été le plan qu'on a lancé. On a formé, nous, j'avais noté, en fait, on a formé, nos 30 agences ont toutes été formées à l'IA. Sur 220 collaborateurs aujourd'hui dans le groupe Copilote, c'est 170 qui ont été formés à l'IA avec un objectif de 100% en juin prochain. Et certains ont déjà eu même 2, 3, 4 formations à l'IA. C'est-à-dire qu'on a eu 830 finalement formés sur nos 220 collaborateurs. Donc parfois, vous voyez, jusqu'à 4 ou 5 sessions par personne pour être formé à l'IA. David Reverso, vous êtes plutôt dans le côté industriel. Vous êtes directeur de système informatique chez Webay dans le groupe Liebo. Vous le disiez, c'était à peu près au même moment que Laetitia. Il y a 3 ans que vous avez fait cette bascule de vous dire qu'il fallait vous approprier l'IA. Vous vous souvenez ce qui a déclenché ça ? Là, on rejoint le domaine des innovations du grand public, puisque c'est le moment où ChatGPT a émergé et il y avait une appétence de l'équipe. La DSI de K-Line, qui est la locomotive du groupe, c'est une 60aine de personnes aux herbiers et il y avait l'envie d'évaluer comment ça pouvait venir transformer nos métiers ou apporter quelle valeur ajoutée. Et pour ça, en fait, l'idée, c'était surtout d'avoir une approche pour défricher les sujets, comprendre les technologies, mieux les maîtriser, parce que on se doit d'évaluer si on est capable de les transposer à l'échelle de nos usages. Et ça touche l'industrie, ça touche... je parlais tout à l'heure des fonctions support, le commerce, les services administratifs. Et il fallait pour ça bien comprendre ce qu'on était capable de leur proposer à nos collègues des métiers et engager cette réflexion avec eux sur quels sont leurs gisements de temps passé, chronophage, irritant, pour voir si, à travers ces nouvelles technologies, on était capable, grâce à l'IA, d'apporter des alternatives. Vous disiez que cette initiative était portée par la locomotive du groupe K-Line. C'est aussi, et je pense que c'est important que vous le précisiez, une initiative qui part du terrain, des besoins du terrain. Et à quelle fin ? Alors en fait, on travaille avec une équipe qui est donc une équipe sachante côté SI qui explore comment utiliser l'outil, mais aussi avec un réseau d'ambassadeurs qui sont représentatifs des métiers et qui auprès desquels on collecte les propositions, les sujets sur lesquels eux passent du temps, de l'énergie. Et aujourd'hui, il y a une telle maturité dans les premiers cas d'école qu'on a pu déployer que les initiatives remontent assez facilement avec une transposition de ce que fait un ChatGPT du grand public en se disant mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire l'équivalent en interne tout en étant très vigilant sur l'usage des documents, des données qu'on leur met à disposition à ces IA. Comme le disait Cécile, notre avocate tout à l'heure, on enlève les données qui peuvent être dites sensibles. Alors il y a 2 aspects. Il y a le fait de sensibiliser sur les données qu'on met à disposition. Et puis si il s'avère que ce sont pas des données à anonymiser, parce que ça concerne pas les clients, mais plutôt notre référentiel technique,
tout ce qui fait la valeur, notamment en après-vente, de l'expertise des équipes, c'est plutôt de la faire travailler, cette IA, sur nos serveurs pour éviter toute fuite de documents, tout usage qui soit récupéré par des IA grand public. On reparlera tout à l'heure, David, du temps que vous faites gagner à vos équipes en enlevant ces tâches irritantes, comme vous dites. J'aimerais, Paul Bellavan, avoir votre point de vue. Vos clients, quand ils arrivent, ils en ont peur, ils ont envie de l'IA. Il y a cette envie, comme on entendait dans le groupe Liebo, ou alors il y a cette peur de se dire comment est-ce qu'on va réussir à s'en sortir? Il y a les deux. Il y a l'envie d'avancer, surtout le sentiment qu'il faut absolument avancer parce que le train est parti. Donc il y aura les locomotives, il y aura les wagons et personne n'a envie de rester à quai. Donc il y a cette envie, il y a cette crainte et derrière cette envie, eh bien comme le fait David et comme le fait aussi Laetitia avec ses équipes, on cherche les irritants pour trouver où est-ce qu'on va gagner les gains de temps, où est-ce qu'on va les faire réduire ce qu'ils ne veulent plus faire. Et c'est là où une opportunité formidable de l'IA, c'est un siècle d'administratif, de tâches, de reporting, etc. Tout ça, on peut petit à petit les automatiser, les réduire et redonner du sens, revenir à ce que Marie appelle la valeur ajoutée singulière de l'entreprise, c'est-à-dire ce que chacun sait faire de manière unique. Cette révolution, elle a vraiment changé la vie de salariés d'un de vos groupes, qui est le groupe STPPS, c'est basé à Aubigny-les-Clouseaux. Là, pour faire assez simple, vous gériez les problèmes de tiers payants. Donc, vous aviez des équipes qui étaient juste dédiées entre les médecins, les tiers payants, la sécu, la bonne case qui est pas remplie. Ça change quoi dans leur vie maintenant ? Alors, c'est toujours en cours, les grands projets IA pour STPPS, et les équipes sont en croissance, toujours. Mais ce qui est sûr, c'est que le domaine de la santé, est un des domaines dans les 10 dernières années qui s'est enfoui sous l'administratif. Il y a dans les hôpitaux 30% des tâches, c'est de l'administratif. Donc on oublie le patient, on n'a plus de temps pour les patients. Et ce que fait STPPS et ce que va le faire aujourd'hui et demain encore davantage, c'est réduire cet administratif, libérer le temps des professionnels de santé et grâce à des outils qui automatisent. Et l'IA permet le meilleur outil pour automatiser. Et vous en faites quoi du gain de temps de vos salariés ? C'est la question du gain de temps. Alors Keynes disait il y a un siècle que en 2030, grâce à la technologie, on travaillerait 15 heures par semaine. Le gain de temps, en fait, c'est de l'oxygène pour une entreprise et chaque dirigeant peut le répartir. Il y en a un peu pour les clients, c'est des baisses de prix. Il y en a pour l'entreprise, c'est de la rentabilité. Et il y en a pour les salariés, c'est du gain de confort et moins de pression. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que ce gain de temps, c'est au service de la compétitivité et de la croissance et du dynamisme des entreprises, parce qu'on vit dans un monde compétitif et donc il y a ceux qui auront gagné du temps, ils ont plus d'oxygène que ceux qui en ont pas, et d'où l'importance d'être dans le train. Et ceux qui avaient des tâches irritantes que vous avez simplifiées, David, dans le groupe Liebo, cette non-irritabilité, elle est réinvestie comment, entre guillemets ? Là, il s'agit en fait de revenir à l'essentiel des activités et justement, je pense que pas la raison de cibler les tâches administratives récurrentes ou rébarbatives. C'est ce qu'on cherche à faire quand on met en place des outils, par exemple pour la reconnaissance d'écriture, pour retranscrire des relevés qui sont faits à la main et qu'on veut reporter dans du Excel. Mais ça, il n'y a pas d'intérêt, sauf à avoir la qualité de retranscription. Et ce type de solution qu'on met en place permet d'aider les équipes d'encadrement en production et en donnant du temps au suivi de la performance, à l'accompagnement des équipes, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous repréciser comment s'articule le projet The Hive, donc la ruche en anglais, là que vous menez depuis 2 ans, avec Polytech Angers ? Alors,
La cellule The Hive, c'est vraiment cette bulle d'innovation qui est pilotée par un chef de projet qui est détaché à plein temps de l'équipe informatique de K-Line et renforcée aujourd'hui par un jeune ingénieur IA issu de Polytech Angers et avec l'accompagnement d'alternants et de stagiaires qui sont là pour nous aider dans l'exploration de ces solutions et le co-développement de ces technologies. The Hive fonctionne avec une gouvernance qui est orientée métier pour permettre de savoir vers quelle solution il est important d'aller, quels sont les impacts. On a une collègue de l'équipe RH qui y participe et c'est porté par la direction générale de K-Line pour bien illustrer l'implication jusqu'au plus haut point dans l'équipe de direction et pour évaluer comment la transformation des métiers est en train de s'engager pour les équipes, que ce soit terrain ou les équipes administratives. Et vous en êtes où aujourd'hui ? Alors, on en est engagé la 3e saison de The Hive avec Polytech. Et aujourd'hui, on commence à passer de ce qui pouvait être des prototypes il y a encore quelques années à des solutions disponibles et déployées auprès des équipes. On parlait tout à l'heure pour la montée en compétences ou l'assistance des équipes auprès du conseil auprès des clients. C'est d'avoir accès à tout le corpus documentaire technique pour l'interroger en langage naturel, pour rechercher les informations que le client nous demande et pour recouper avec les bons documents techniques pour apporter la bonne information au client dans un contexte où tous nos produits sont sur mesure. Donc, chaque cas nécessite une expertise. Et puis, on va avoir également, par exemple, des modèles prédictifs qu'on a pu évaluer et éprouver au fil des mois qui nous permettent de projeter les prévisions de vente. Et on est aujourd'hui à plus de 95% de fiabilité sur un horizon court. Donc, ça nous permet de dimensionner les équipes de production avec beaucoup plus de pertinence pour pouvoir mieux accompagner les équipes industrielles. Dans tout ce dont vous nous parlez, que ce soit les 830 personnes qui ont été formées chez Copilote, dans ce programme que vous nous décrivez, David Reverso, dans le groupe Liebo, il y a une question de coût à un moment donné qui se pose. En tout cas, j'imagine. Comment est-ce que c'est absorbé, impacté par vos différentes entreprises ? Alors, pour le groupe Liebo, il y a un coût humain lié à la mise en place de cette équipe et le détachement à plein temps de ressources pour nous aider à évaluer. Comme le disait Laetitia, il faut avoir un retour sur investissement. Donc, il faut regarder quels sont les bons gisements à creuser. Et puis, le coût aussi, les logiciels, puisque les solutions d'IA proposées par les éditeurs, et on pense bien sûr aux grandes solutions des éditeurs américains comme Microsoft ou Google, mais elles ont un coût d'abonnement. Et là, c'est surtout d'évaluer comment tirer le meilleur de ces solutions, parce que ce sont des coûts qui, à l'échelle d'une société, d'un groupe, peuvent correspondre quasiment à doubler les coûts d'abonnement pour ce qui est l'équivalent du pack office qu'on utilise quotidiennement. Si on choisit de déployer une solution d'IA de ces éditeurs, eh bien, on est très vigilant parce qu'il faut que ça apporte une vraie valeur dans le traitement administratif des tâches des personnes à qui on confie ces licences. Ouais. Chez Copilote, Laetitia, comment est-ce que vous absorbez tous ces coûts ? Alors j'ai envie de dire, c'est un peu multi-levier. Donc déjà pour tout ce qui est formation, on a fléché vraiment tous les budgets OPCO en fait vers des formations IA. Donc on a vraiment déjà utilisé toute cette enveloppe-là. On est hyper accompagné par les OPCO pour aller essayer d'aller chercher des enveloppes complémentaires. Donc on lâche rien pour aller vraiment nous aider à mettre en place ce virage. Ensuite, on étudie un peu aussi tout ce qui est chèque d'accompagnement des régions, tout ce qui peut être lié à
l'ingénierie financière finalement autour du numérique et des transformations digitales des entreprises. Donc ça, on le fait pas pour nous-mêmes et on le fait aussi pour nos clients. On les accompagne pour essayer d'être le plus malin possible dans ces transformations du numérique. Et puis après, il y a de l'investissement plein pot, sonnant et trébuchant, mais de toute façon qu'il est important de faire. Et effectivement, il faut pas minorer le coût des outils parce que c'est quand même des abonnements mensuels par collaborateur, par agence, donc même quand on essaie d'optimiser, ça va quand même vite. Donc ça nous a aussi engagés dans une petite revue finalement de toutes nos charges qui n'est pas inintéressante. Donc finalement, on a tout repassé au crible et puis on optimise. Vous vous êtes servi de l'IA pour y optimiser ? Oui aussi. Paul, vous êtes du côté créateur de logiciels. Ces coûts, vous les impactez comment quand vous créez des logiciels sur vos clients ? Alors pour nous, l'IA, c'est des deux côtés. C'est chez nous pour développer les logiciels et dans les briques qu'on intègre dans les logiciels pour nos clients. Donc on a vraiment la double vision. Quand on parle à nos clients, on voit un peu une progression là pour les aider à se transformer, pour les aider sur leur stratégie IA. La première étape, et pas très chère, c'est d'écouter Maître Guyot, donc ils peuvent réécouter ce podcast et de mettre à jour leur charte informatique, savoir qu'est-ce que les salariés peuvent faire et ne peuvent pas faire. C'est pas très cher et c'est très utile parce que ça va leur éviter beaucoup de déboires, beaucoup de risques. La deuxième étape que l'on voit souvent, c'est équiper avec un chat GPT, avec des agents. Pas tout le monde, mais ce qu'on appelle les locomotives, ceux qui sont les plus en avant, les plus avant-gardistes, donc identifier dans les équipes les plus moteurs et leur donner les outils. Et bien évidemment les former. Et ensuite élargir à de plus en plus de personnes, mais commencer par les moteurs. Et le troisième volet de cette stratégie IA, c'est lancer des projets avec du ROI. Donc pour ça, il faut avoir bien compris ces irritants, bien compris là où on peut gagner du temps, là où on gagne de la valeur pour les clients finaux. Et il y a des projets en fait, parfois pour 30 000 euros ou 50 000 euros, on peut faire quelque chose qui déjà fait gagner beaucoup de choses. Alors 30 000 euros pour une TPE, c'est beaucoup. Mais pour une PME vendéenne, c'est la plupart du temps acceptable. Et avec en plus, comme le disait Laetitia, il y a des aides de la région, il y a des aides nationales qui peuvent faciliter ce genre de projet. Laetitia Dubois, vous avez vous formalisez tout ça à travers une stratégie en 5 points que vous avez appelée Focal IA. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, effectivement, on a démarré donc il y a bientôt 3 ans, sauf qu'après, cette démarche, on a choisi de la formaliser parce que, et là, c'est mon métier de communicante qui parle, quand ce n'est pas formalisé, ce n'est pas partageable. C'est une conviction qu'on partage dans le groupe. Et donc, effectivement, on a formalisé notre démarche liée à cet enjeu fort de transformation chez nous, l'IA, et qu'on a appelé Focal IA. Donc, Focal, en fait, c'est on a joué sur le nom pour l'anagramme avec chaque lettre correspond à un point du plan. Donc le F pour formation, parce que vous l'avez compris, l'objectif c'est 100% des collaborateurs formés sur les outils nécessaires à juin 2026. Le O c'est pour l'offre IA, parce que on a aussi, là c'est de remontée terrain de nos clients, on développe beaucoup d'offres IA pour nos clients, puisqu'on est vraiment attendu sur ces sujets-là, des offres aussi en formation, des offres pour créer ce qu'on appelle des content factories, c'est-à-dire comment est-ce qu'on aide nos clients à créer des espèces d'usines de création de contenu pour leur faciliter la vie au quotidien, parce que le contenu et l'influence, c'est un peu le cœur du sujet de la com en ce moment. Le C de Focal IA pour la communication régulière et responsable, parce qu'on a aussi des enjeux de RSE, donc il faut que IA et RSE cohabitent bien. Ça aussi, c'est un vrai sujet. Le A pour l'amélioration de l'expérience client, parce que vu qu'avec l'IA, on peut analyser beaucoup de data, anticiper, on pense aussi qu'on peut améliorer nos services et la personnalisation de nos services. Et puis le L pour notre propre logistique interne, puisque nous aussi, dans notre propre process, pour travailler entre nous, entre le siège et les agences, etc., il y a aussi des choses à faire pour optimiser nos pratiques. Donc voilà, notre plan qui doit tenir et qui est animé aussi par un comité IA. J'entendais ce que faisait David aussi chez lui, et on a mis en place un comité IA pour mener aussi tous ces sujets-là, qui est représenté, enfin en tout cas nos métiers y sont représentés, puisque c'est environ une dizaine de personnes, et il y a autant des dirigeants, des directeurs artistiques, des gens sur la vidéo, des intégrateurs développeurs web, pour pouvoir avancer, parce que ça touche tout le monde.
Je vais donc vous poser à tous la question un peu trivialement, parce que c'est ça dont on a parlé là depuis une heure, savoir si c'était une opportunité de gain de productivité ou alors s'il y a, ça allait être un casseur d'emploi. Je commence par vous, pour le domaine de l'industrie, David Reverso, qui travaillait pour le groupe Liebo. Alors, au sein du groupe, on ne l'aborde pas sous l'angle de... C'est pas cette perspective de l'économie d'emploi, puisqu'en fait, on est en recrutement permanent sur plein de métiers, et c'est pas tant ça. Ce qu'on recherche, c'est s'emparer de ce que peuvent être les opportunités de salariés augmentés à travers l'usage de ces nouvelles technologies. Donc, on n'est pas tant sur l'évaluation liée à l'emploi ou l'employabilité, ou vous évoquiez les profils jeunes qui étaient plutôt fragilisés par ça. On ne le mesure pas, on est toujours dans une dynamique avec beaucoup d'alternants dans les équipes, donc c'est pas le fait de s'appuyer sur ces jeunes qui arrivent dans les équipes, c'est pas un élément qu'on cherche à remplacer par des outils IA. C'est vraiment le travail autour des tâches chronophages, rébarbatives qui nous animent. Vous, Paul ? Oui, donc l'enjeu des jeunes est évidemment un enjeu majeur pour l'emploi, et on a reçu Charles Gorintin chez Groupe FBO il y a quelques jours. Qui est le fondateur de Mistral, qui est l'IA française qui vaut 12 milliards d'euros. Exactement, avec 12 milliards, oui, j'avais pas suivi la dernière. et il nous a rappelé que l'IA ne pourra pas tout remplacer. Elle remplace pas le pouvoir d'action, elle remplace pas le discernement. Et donc nous, c'est ce qu'il y a de plus important avec nos jeunes, c'est leur apprendre le pouvoir d'action. Déjà, c'est à eux de décider ce qu'ils en attendent, et le discernement. Et c'est là où il faut accélérer la montée en compétences, l'expérience métier, parce que ce que produit l'IA, quand l'IA produit du code, eh bien, si on n'est pas capable de le relire et de l'analyser, d'être sûr qu'il fait exactement ce qu'on a demandé, eh bien là on a un problème. Donc en revanche, quand on est capable de le faire, eh bien les employés, les collaborateurs progressent très vite, puisqu'ils peuvent apprendre très vite un nouveau langage informatique, ils peuvent faire plus de code, et du coup finalement ils maintiennent leur emploi et ils le développent et ils l'enrichissent. Donc ça, c'était pour le point de vue de l'industrie avec David, le point de vue de la tech avec vous, Paul, le point de vue de la com avec vous, Laetitia. Eh bien, nous, on s'est souvent posé la question, et on se l'a posé encore hier avec des clients qu'on a reçus chez nous. L'IA, coup de pouce ou coup de grâce pour les agences de com. En fait, j'ai envie de dire, ça va dépendre de la façon dont les agences vont l'appréhender. C'est-à-dire que quelqu'un qui bougera pas, ce sera coup de grâce. Et par contre, oui, ça va être challengeant, mais quand on est dans l'action et que du coup, on sait où on peut gagner du temps et où on peut continuer d'aller chercher de la valeur ajoutée, qui est dans l'accompagnement et dans le conseil client, et ça, on nous l'enlèvera pas. Et communiquer, c'est le fort de l'être humain, donc il y aura toujours besoin d'agences de com, alors ce sera coup de pouce. C'est quand même assez intéressant tout ce que vous me dites tous les trois, parce que finalement, c'est un peu ce qu'elle nous a dit, l'IA, au début. Elle nous a dit que ça dépendait pas mal de comment le chef d'entreprise allait s'approprier l'IA et allait approprier cette nouvelle technologie et réussir à embarquer ses équipes. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. Laetitia Dubois, je rappelle que vous êtes la directrice générale de Copilot Group, qui est une agence de communication qui regroupe une trentaine d'agences en France. David Reverso, vous êtes le directeur des systèmes informatiques chez Webec et fait partie du groupe Liebo. Vous nous avez vraiment montré comment vous vous étiez servi de cette IA et comment ça devenait chez vous vraiment quelque chose qui améliorait les conditions de travail. Et Paul Bellavoine, vous nous avez apporté le point de vue plus tech avec l'intégration de l'IA dans les logiciels et aussi ce que ça change dans votre casquette de président de STPPS qui gère les problèmes d'externalisation de la gestion des tiers payants. Marie Laudoire, vous allez continuer de nous accompagner. On va aussi recevoir votre collègue Mathieu Marin qui va venir nous parler de ce qu'on va trouver à l'intérieur de l'IGI ce mois-ci. Mathieu Marin, vous nous avez rejoint. Bonjour Mathieu. Bonjour Aubéry. Qui est-ce qu'on retrouve en une ce mois-ci dans l'IGI ? Ce mois-ci, on retrouve Karine Chénaud et Benoît Cattel. La première dirige le groupe familial Lambert à Couëron, spécialiste de la fabrication et de la distribution de produits en fil métallique. Elle est également la nouvelle présidente du conseil d'administration de la Banque Populaire Grand Ouest.
L'occasion pour Igi de lui consacrer un entretien croisé avec Benoît Cattel, directeur général de la banque. Dans cet échange, mené par le rédacteur en chef d'Igi, Alberto Rodriguez Pérez, ils expliquent comment la banque place l'humain au cœur de son action, tout en relevant les défis de la digitalisation, de l'intelligence artificielle et de la transition énergétique et sociale. On retrouve quoi d'autre dans le sommaire ? On retrouve un focus sur le site Corallium, inauguré à la mi-septembre à Saint-Jean-d'Hermine, en Sud-Vendée. Cette fonderie aluminium bas carbone est le fruit d'un partenariat initié en 2021 entre deux groupes familiaux vendéens, Liebo, leader national des fenêtres et façades, et Fineral, spécialiste des profilés et du thermolaquage d'aluminium. L'usine produira 40 000 tonnes d'aluminium recyclé par an à horizon 2027. Cet investissement stratégique de 42 millions a bénéficié du soutien de la BPI. Mais vous allez me parler de sport dans l'IGI ce mois-ci ? Et oui, la 12e édition de l'Open de Vendée se tient jusqu'à dimanche au Vendée-Espace de Mouilleron-le-Captif, au nord de La Roche-sur-Yon. En une décennie, le tournoi ATP Challenger s'est véritablement imposé dans le paysage du tennis professionnel hexagonal. Porté par une affluence record en 2024, l'événement confirme sa montée en puissance. Mais derrière le succès sportif et l'engouement du public, l'Open de Vendée repose sur un modèle économique qu'il faut chaque année consolider. Il a dû surmonter pour cette édition 2025 le retrait de 2 soutiens majeurs. On vous explique comment les organisateurs ont fait face aux contraintes économiques. Et puis, comme chaque mois, on fait appel à des experts. Dans le cercle des experts, on va apprendre quoi ce mois-ci ? Ce mois-ci, le cercle des experts s'intéresse au recul du trait de côte et notamment les impacts pour les propriétaires et acquéreurs. Dans son article, Marie-Denis Nougin, notaire et trésorière de la Chambre interdépartementale de Loire-Atlantique, explique bien qu'acheter ou posséder un bien en bord de mer fait toujours rêver. Mais le recul du trait de côte, accentué par le changement climatique, soulève de nouveaux défis juridiques et fonciers. Pour les propriétaires, acquéreurs et investisseurs, il devient indispensable d'anticiper ces mutations pour sécuriser leurs décisions et ainsi préserver la valeur de leur patrimoine. Merci beaucoup Mathieu Marin, merci Marie Laudoire. Je rappelle que vous êtes tous les deux journalistes à l'IGI, d'avoir préparé, participé et présenté ce Parlons-en, cette émission économique qu'on vous propose chaque mois sur RCF.